arbitrer. Eh bien, merci Victor d'avoir répondu à mon invitation. Donc, je le fais un petit peu dans le cadre de mes actions en termes d'arbitrage, principalement sur la page Facebook, où j'essaye de démocratiser un petit peu cette partie de notre sport qui est vraiment pas évidente. Comme je dis souvent, euh, c'est probablement un des sports les plus difficiles à arbitrer. Donc, et c'est ce qui en fait que c'est vachement riche et intéressant, que ce soit du côté joueur ou du côté arbitre. Donc, pour te présenter un petit peu, je pense, alors j'espère qu'il y a peu de gens qui ne te connaissent pas, mais pour te présenter rapidement, tu es numéro 44 mondial, tu as 20 ans, ça fait 5 ans que tu es sur le circuit PSA, tu as déjà joué 61 tournois, tu en as gagné 9, sachant que le premier que tu as gagné pour ouvrir les compteurs, il était chez moi à Angers. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et puis, parmi ton gros palmarès, tu es quand même vice-champion du monde junior. Donc, tu fais partie. On a un Français qui est au taquet en termes de niveau mondial et je dirais avec un avenir vraiment brillant. Donc, Victor, on va essayer de. J'ai rien oublié dans ton palmarès? Non, non, je pense que c'est assez complet. Merci à toi pour m'avoir invité et puis allons-y. Bah, c'est un plaisir parce que du coup, j'ai pensé à toi parce que dans le groupe arbitrage Facebook, tu es probablement un des seuls. Alors peut-être confinement aidant, tu as un peu de temps libre, mais tu es un de seuls joueurs pro qui intervient régulièrement sur les décisions que je mets. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà pour la présentation. Donc, on va bien sûr orienter un petit peu, enfin, orienter beaucoup cet échange autour de l'arbitrage. Mais avant, juste, je voulais savoir comment ça se passait le confinement, parce que j'ai vu des petites vidéos passer sur Facebook. Tu fais du vélo? Oui, ça se passe bien. Au début du confinement, j'étais un peu, pas en colère, mais un peu stressé parce que je savais pas comment j'allais pouvoir gérer cette période. Surtout quand on nous a annoncé qu'on n'allait pas avoir la possibilité d'aller dehors, par exemple, pour faire du vélo ou pour aller courir et qu'on nous restreignait à un périmètre de 1 kilomètre autour de chez soi. Du coup, ça a été un peu un obstacle, mais bon. Je me suis adapté et puis j'ai pu avoir un home trainer pour pouvoir poser mon vélo et faire du vélo chez moi à domicile. Et donc j'enchaîne les séances à peu près 2 fois par jour physiques entre les séances de vélo, les séances de cordes, de musculation, de gainage, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis, je pense que le bonus dans cette période, c'est qu'on peut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Par exemple, je me suis concentré beaucoup sur les assouplissements et c'est vraiment quelque chose que je commence à apprécier en termes d'entraînement. Et toi, tu respectes scrupuleusement le confinement, donc t'as pas essayé d'aller discrètement dans un club de squash pendant la période là. Non. Ça te manque Les un petit clubs peu. sont fermés. Ça te manque un petit Comment? peu, non? Le rythme, c'est évident, non? Ça me manque un petit peu, mais il y a plus, et ça fait quelques semaines et que j'ai réalisé qu'au final, quand je m'entraînais, je me disais, bah mince, tu t'entraînes, mais t'as pas forcément un objectif en termes de squash, parce que souvent quand tu t'entraînes physiquement, ça peut pas forcément, c'est pas forcément ce qu'on veut faire, parce que ce qu'on veut faire, c'est être sur le court de squash et taper la balle. Et puis j'ai réalisé qu'en fait, je m'entraînais pas forcément pour le squash, mais c'est vraiment un truc qui me passionne et juste me mettre un objectif ou un challenge et voir une petite progression, et ben c'était tout ce qui me faisait plaisir en fait. Par exemple, te donner un exemple simple, un jour je faisais de la corde à sauter, j'ai commencé à faire des sauts doubles et puis j'en ai fait une soixantaine. Puis je me suis dit, bah tiens,
j'ai essayé de progresser, d'en faire une centaine. Et puis au final, 2 semaines après, j'en étais à en faire presque 300. Du coup, c'est vraiment ce challenge qui me rend heureux quand je m'entraîne. Et le fait de ne pas avoir de visu par rapport à la reprise du circuit pro, ça te pose un problème, ça? Ben, je pense que j'ai la chance de pas avoir seulement le squash dans ma vie en ce moment. Et donc, je suis super occupé entre mes études, par exemple, et mes entraînements. Et donc, les journées passent très vite. Et j'ai pas forcément ce problème financier que les joueurs de squash professionnels ont en ce moment parce que je suis encore à la maison et je suis pas indépendant. Enfin, je gagne pas ma vie avec le squash puisque je suis encore étudiant et donc ça m'enlève beaucoup de pression financière que d'autres joueurs professionnels pourraient avoir. D'accord. Et voilà. Ok. Bon, allez, c'est parti, Victor. Je vais te prendre un petit peu à contre-pied. Je vais te poser, parce que une de mes réflexions que j'ai souvent, c'est que je trouve que les joueurs ne connaissent pas suffisamment les règles. Alors, des fois, elles sont pointues. Effectivement, il y a beaucoup d'interprétations dans les décisions qu'on donne, mais c'est basé quand même sur un socle de règles et qui n'est pas énorme. Et malgré tout, je trouve que je vois parfois des joueurs en France, même à l'étranger, même des joueurs PSA. Je suis étonné de leur du manque Manque de de connaissances. connaissance des règles de base. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je dis pas que c'est ton cas, quoi. Mais je vais juste essayer de te coincer sur 4 petites questions, Victor Croin. Tu es prêt? Je vais voir si Oui, tu je connais sais. parfaitement les règles. Là. Estimons que tu es en plein match, que tu te blesses tout seul, tu trébuches, tu rentres dans le mur, tu es un petit peu sonné. C'est ce qu'on appelle une blessure auto-infligée, donc déjà je t'aide un petit peu. Tu as combien de temps de récupération? Euh, Voilà, il réfléchit, il réfléchit. Ça je devrait pense être… que je pense que c'est 3 minutes, mais ça pourrait être 15. Pourquoi ça pourrait être 15? Parce que euh, Parce que je sais qu'il y a une règle où on peut avoir 15 minutes et puis ensuite on peut avoir encore 15 minutes. Alors, Euh, je dirais que c'est bon à 50%. Effectivement, tu as le droit à 3 minutes. Et si jamais au bout des 3 minutes, tu ne peux pas reprendre, tu peux concéder le jeu. Donc, du coup, tu perds le jeu en cours. Ça te et donne tu recommences. 90 secondes de pause en plus, donc 1 minute 30. Tu as droit à du temps supplémentaire s'il y a saignement. Je n'avais pas précisé saignement. Donc, s'il y a D'accord. saignement, c'est différent. Bon, c'est à moitié Bon, bon. ben, je vais en apprendre. Je vais en apprendre ici. Tu es en plein échange. Ta chaussure, tu vas sur un amorti à l'avant, ton pied passe à travers la chaussure. Ta chaussure, il faut que tu la changes. Est-ce que tu as le droit déjà? Question subsidiaire. Oui, tu as le droit. Ok, bon, ça c'était facile. Tu as combien de temps là? Mais tu as le temps de sortir du terrain, prendre tes chaussures. Il y a Enfin, un temps défini. N'essaye pas de m'embrouiller, il y a un temps défini. 90 secondes. Oh là là! Pas mal, pas mal, pas mal. Attention, la prochaine, elle est un petit peu tordue. Mais ça a dû t'arriver déjà, alors je pense, parce que vu le nombre de matchs que tu as fait dans un paquet de pays différents, tu fais une belle parallèle et la balle qui rebondit au sol, elle se coince. Parce que des fois, je ne sais pas si tu as vu, entre la fin du Oui, oui. parquet et le mur, Je elle se sais où coince. tu vas en venir. Je sais où tu vas en venir. Oh purée, il connaît la réponse. Donc si la balle se coince et qu'elle ne rebondit pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, si c'est toi qui l'as frappé et qui l'a coincé, tu marques le point. Si c'est ton adversaire qui l'a frappé, il marque le point. Non, on remet le point. Non? On remet le point. C'est vraiment des cas spécifiques où ça arrive rarement, hein, parce que je veux dire, pour que la balle elle se Ouais, coince ouais. et ne rebondisse pas. Bon, je te l'avais dit, hein, c'était un petit peu tordu. C'est différent, en fait, c'est différent d'un faux rebond, en fait. Les faux rebonds, D'accord. Pour moi, c'était, on doit jouer avec les conditions du exactement. cours. Exactement. Alors, c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est des fois la balle
qui touche des fois, tu sais, la Sur les cours fermeture. ASB, parfois sur l'avant, il y a une petite, C'est ça. un petit écart et du coup la balle reste coincée. Du coup, Sur là, ça, c'est pas. voilà, là, ça rentre dans le cadre de on accepte les conditions de jeu à partir du moment où on commence le match. Et donc là, on ne peut pas remettre un let ou quoi que ce soit. Si la balle se coince et qu'elle redescend et qu'elle retombe mal ou un peu tordue, c'est ton problème. Et D'accord. dernière question. Et question, Hein? comment on fait la différence entre une balle qui se bloque, mais il faut qu'elle se bloque complètement ou Ah, mais si c'est un complètement. nid qui roule? Non, alors un nick qui roule, c'est un nick. Donc, c'est pas une balle D'accord. qui coince. C'est vraiment spécifique. C'est une balle qui rebondit, qui ressort pas. Moi, j'ai vu ça une fois quoi. Bon, donc, c'est vraiment hyper rare. Euh, Pointu. une collision en plein match, ton serre-tête tombe suite à cette collision par terre. L'échange s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Tu perds le point, Non. tu remets l'aide. Ouais. Suite à une collision, on remet un lettre. Ah, suite à une Ouais, collision, pardon, j'avais pas entendu. je l'ai dit, hein, c'est T'étais effectivement. pas, T'étais pas aware là. t'étais pas attentionné. Ok, bon bah écoute, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, parmi les questions que je voulais te poser, Victor, dans ton parcours vers le haut niveau, est-ce qu'à un moment donné, tu as été formé spécifiquement à l'arbitrage? Alors, oui, je pense que quand j'avais 12 ans, Michel Lecomte m'avait formé à l'arbitrage au niveau marqueur, parce que c'était encore quand on avait le diplôme fédéral marqueur et le diplôme Jeune arbitre. arbitre, Ouais. jeune arbitre, c'est ça. J'avais marqueur et jeune arbitre. Et puis ensuite, je me souviens que la Ligue m'avait fait passer le diplôme arbitre. Du coup, j'avais le diplôme marqueur et arbitre. Euh, je crois d'ailleurs que c'était une des conditions pour faire. Il fallait qu'un des joueurs ait le diplôme pour pouvoir avoir une équipe qui participe au championnat interclub ou interligue, si je me souviens bien. Et puis ensuite, je me souviens aussi que lors des rassemblements PES, du coup Parcours Excellence Sportive, qui étaient concentrés entre Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et PACA, on avait aussi en fin de stage une sorte de petit tournoi où les entraîneurs mettaient aussi le focus sur l'arbitrage. Du coup, Donc, on devait jouer, puis arbitrer, puis jouer, puis arbitrer. d'accord, donc à l'époque de Michel Herny, tu as, ou même après, il t'est arrivé de lire complètement les règles. Euh, il m'est arrivé de les lire une fois, oui, lors du diplôme d'arbitre. Après, pour être honnête, comme tu dis souvent, non, j'ai jamais vraiment ouvert un livre d'arbitrage avec les règles et je les ai pas étudiées une par une. Et est-ce que depuis que je dirais que tu es pro, depuis que tu es sur le circuit, est-ce que tu as eu des formations, quelque chose sur l'arbitrage lié au circuit pro? Donc, du coup, Euh, je dirais que tous les, pas tous les mois, mais après, quand l'arbitrage, quand les arbitres professionnels se regroupent et font des réunions en termes d'arbitrage, ils postent ce qu'ils appellent un compte rendu, qu'ils mettent sur le site sécurisé de la PSA que tous les joueurs PSA ont accès, et on a accès à ce document qu'on peut regarder et puis voir comment les règles évoluent. d'accord, oui, parce que c'était ma question suivante. Est-ce que tu as vu une évolution dans l'arbitrage du circuit pro? Donc déjà, tu me dis que les meilleurs arbitres font des comptes rendus régulièrement, qu'ils envoient aux joueurs pour leur donner les évolutions, les directives, ce qu'ils Oui. veulent. Voilà. Ah, ça, c'est Je sais intéressant. aussi au niveau World Tour, du coup sur les gros tournois, je sais je sais pas si ça a été fait tout le temps, mais je sais que les arbitres ont aussi mis des prérogatives avant qu'un tournoi commence. D'accord. Du coup, ils ont dit comment les règles ont changé du tournoi précédent à ce tournoi, mais c'est vraiment pour les gros tournois. Alors, Euh,
comment les règles peuvent changer? C'est des ajustements. Alors, je pense peut-être éventuellement, ce qui m'avait choqué un petit peu, c'était cette action où, je ne sais pas si tu dois t'en rappeler, Camille Serme, elle avait ouvert la porte une fois sur un tournoi et elle s'était fait sanctionner. Et Oui, ça c'était les avait, World Series. ouais, World Series, ouais, et ça avait pris tout le monde de court. Et moi qui suis quand même à fond là-dedans, je me tiens informé. Je n'étais pas du tout au courant de cette règle. Donc, tu me dis que peut-être qu'elle, elle a eu des consignes avant et qu'elle aurait dû le savoir, ça. Je pense, oui, parce que si je veux pas parler en son nom, mais je pense que Philippe le savait et savait qu'elle allait être sanctionnée en ouvrant cette porte, mais enfin, Camille et Philippe avaient probablement pas pris en compte ces règles ou oublié pendant le match parce que ben il y a l'adrénaline et qu'on Et, n'est pas habitué à cette règle. du coup, cette règle, elle n'est plus appliquée parce que moi, depuis, je vois Je sais nombre que de joueurs qui… depuis elle a été appliquée pendant quelques mois et puis ensuite les joueurs ont ouvert les portes à nouveau et personne n'a été sanctionné. Mais je me souviens, la règle on passe de 1 minute 30 à 2 minutes, mais au bout de 2 minutes, on doit commencer l'échange. Ben, cette règle a été mise en place très strictement au début et puis elle a commencé à être un peu plus flexible, puis elle recommence à devenir un peu plus stricte, mais on n'a pas vraiment de ligne de conduite. Donc, à part les consignes que tu reçois par la PSA, un petit débrief des arbitres internationaux, il n'y a pas de ton Il n'y a coach pas de aux continu. États-Unis ou même l'encadrement en France, quand tu reviens dans les regroupements, il n'est jamais question d'arbitrage vraiment, quoi. Si, c'est vrai qu'aux États-Unis, depuis cette année, tous les joueurs de l'équipe, tous les joueurs qui sont dans une équipe universitaire ont dû passer un test d'arbitrage aussi. D'accord. Mais bon, il est très, Succinct. moi je trouve qu'il est très controversé. Je suis pas certain des décisions qui ont été prises sur les vidéos. Enfin, c'est pas non plus un truc très très professionnel. D'accord. Et c'est un truc en ligne. Ah ouais. Donc, tu peux. Ouais. Mais enfin, déjà, il y a une démarche Déjà, il y a une démarche. Ouais. Déjà, c'est vrai que. Autre question, est-ce que tu as déjà croisé, en particulier sur le circuit PSA, des joueurs qui, qui trichent, où tu sens qu'il y a une volonté de chercher l'interférence? Je ne parle pas des joueurs qui n'annoncent pas les balles doublées, quoi, parce que bon, ça c'est assez basique, mais des joueurs qui vont peut-être chercher le contact, qui essayent de te faire sortir un petit peu de ta zone de concentration. Oui, je pense que surtout au squash, c'est quelque chose qui est vachement facile à faire si on veut vraiment intentionnellement bloquer un joueur. Et donc, surtout sur les petits tournois et chez les jeunes, j'ai vu beaucoup d'animosité Est-ce que tu et en as vu de, plus sur les jeunes que sur le circuit senior? ben, je dirais que ça s'intensifie encore plus sur le circuit senior. Dans quel sens? Ben, dans le sens où peut-être c'est parce que j'ai pas forcément évolué autant au niveau physique, mais chez les jeunes, les blocs sont quand même assez violents parfois, surtout quand tu te retrouves contre un joueur qui est plus grand que toi ou plus costaud. Mais chez les adultes, ben, tu joues quand même contre des adultes. Et moi qui est pas forcément encore, enfin, qui est maintenant une morphologie d'adulte, mais qui il y a quelques années ne l'avait pas, eh ben, Donc, c'était quand même un changement. donc tu en as croisé où tu sentais Oui, qu'il y avait de la mauvaise volonté, quoi. oui, bien sûr. Il y avait une volonté d'aller au contact et de provoquer un petit peu Ce qui est plus facile sur les petits tournois parce qu'il y a d'arbitre. il y a moins d'arbitres expérimentés. Ouais. Ouais, oui, exact. Ça me fait penser au webinaire qu'on a eu avec Nicolas Saja de la fédération, où on parlait du niveau des arbitres dans les différents pays, où on disait que c'était quand même difficile de dire qu'un pays était plus fort qu'un autre, parce que hormis les tout meilleurs qu'on voit sur le circuit, qui sont toujours les mêmes, dans chaque pays, on a affaire à des arbitres bon, Qui c'est très évoluent au difficile d'évaluer niveau national. globalement. Il t'est arrivé de tomber, est-ce qu'il t'est arrivé, donc ça c'est une autre question, est-ce qu'il t'est arrivé de tomber sur des arbitres sur le circuit PSA qui faisaient n'importe quoi?
Oui, oui, oui. Je pense que sur le circuit canadien et sur le circuit asiatique, à Macao ou même en Australie parfois, je suis tombé sur des arbitres qui sont pas forcément expérimentés ou qui connaissent pas forcément si bien les règles, ou alors qui veulent prendre une ligne de conduite, mais pour essayer d'enlever le LED par exemple, mais ça devient du ridicule, quoi. D'accord. Oui, oui, ça m'est Ouais, arrivé. ouais. Et est-ce que du coup, conséquence de cette question, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur un match où l'arbitre faisant tellement n'importe quoi, peut-être, alors j'imagine, hein, ton adversaire en a profité et au final, ben, tu as perdu le match à cause de l'arbitrage? Ça, c'est une question piège, ça, non? Bah, Non, je pense non, que, mais, je non, mais pense que, ce que je veux dire, excuse-moi, c'est que souvent, le politiquement correct, quoi, tu vois, je veux dire, le, le, oui, oui. le joueur de haut niveau parfait dirait non, l'arbitrage, il faut savoir accepter les décisions de l'arbitre, il peut avoir tort, il peut avoir raison. Ok, moi je sais très bien que pour être dedans, quoi, en tant qu'un petit peu joueur, mais en tant qu'arbitre, et pour en avoir vu, une, deux, trois très mauvaises décisions peuvent te faire complètement perdre confiance dans l'arbitre. Donc du coup, ben, tu es plus serein, tu joues pas pareil et ça peut au final te faire perdre un match alors que bon, si ça avait été bien arbitré, tu n'aurais pas perdu quoi. Non, je pense que ce que tu dis, c'est un bon raisonnement. Après, je resterai dans le politiquement correct parce que je pense que c'est aussi la façon dont il faut se comporter, et que si l'arbitre il a été mauvais d'un côté, il peut très bien être mauvais de l'autre, et les choses vont s'équilibrer à un moment donné. Alors, Ouais, c'est possible que l'arbitre, je pense que la question, est-ce que l'arbitre t'a fait perdre un match? Je pense que ça peut se tourner en est-ce que l'arbitre a fait que tu as perdu le match alors qu'il y avait une possibilité que tu gagnes, quoi. C'est pas forcément l'arbitre qui t'a fait perdre le match directement, mais indirectement, il t'a pas aidé à le gagner non plus, ou à pouvoir ouais. rester dans la partie. Moi je pense que tu as raison. Statistiquement, un arbitre qui est pas bon, ça va s'équilibrer. Donc si tu sais que bon, il le fait pas de manière intentionnelle, je dirais que ça peut être opposant. Puis encore une fois, enfin, on m'a toujours dit que si tu veux éviter les interférences, tu peux très bien le faire en évitant de mettre la balle au milieu, et en essayant de jouer un peu plus dans les espaces et éviter les interférences, quoi. Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, c'est tellement C'est facile de facile. se bloquer, et puis Ouais, après dire ah ben mince, c'est une interférence, l'arbitre ne me donne pas la bonne décision. Si ouais, tu c'est sais que l'arbitre va pas te donner la décision, tu devrais être capable de changer ta manière d'être, même si c'est difficile et tu vas peut-être perdre le match à la fin. Du moins, tu aurais fait tout ton possible pour pouvoir trouver une porte de sortie, quoi. ouais, trouver une solution. Ouais, ouais. D'accord. Euh, quel conseil, d'après toi, la meilleure qualité, quand tu rentres sur un cours, qu'est-ce que toi, en tant que joueur, tu t'attends de la part d'un arbitre hein, en termes de qualité? Qu'est-ce qui te fait dire, oh putain, lui, ça va bien, ça va bien se passer, je vais pouvoir jouer dans des très bonnes conditions ou quelque chose une qualité de l'arbitre pour toi essentielle? Euh, je pense que souvent les décisions, elles peuvent être vachement subjectives, et qu'un let qu'une personne peut donner est pas forcément peut très bien être un no let pour quelqu'un d'autre, et les deux explications se valent très bien. Et donc je pense que la consistance chez un arbitre, que sur une action il donnera toujours la même décision, pour moi ça c'est une qualité première. De la cohérence dans les décisions, quelles qu'elles soient, La quoi. cohérence, c'est surtout le fait que d'une décision à l'autre, si c'est la même situation, il devrait donner la même décision. D'accord. Donc ça, c'est plus, il y a un côté rassurant dans le rapport que tu peux avoir avec l'arbitre, alors. Oui, c'est ça, qui ne change pas forcément sa ligne de conduite, ou Ouais. du moins qu'il l'explique. Voilà.
Ok, alors la dernière question, parce que là, du coup, je m'étais fixé sur 15 minutes, on est déjà à 24 minutes. Une petite question pour terminer. Le truc le plus incroyable que tu aies rencontré en matière d'arbitrage pendant un match? Bon, incroyable, j'en ai trouvé pas mal. Déjà, il y avait au British Open, fille moins de 13, une fille qui rentre dans le dos de l'autre vers l'avant. Du coup, la fille tombe, elle finit à l'hôpital avec le bras en bandoulière. Et puis, l'arbitre considère que la joueuse qui est tapée dans le dos a fait un Oui, c'était une Égyptienne qui rentrait. C'est une Égyptienne dans le dos d'une Indonésienne, un truc? malaisienne, je crois. Malaisienne, ouais. Ouais, ouais. Et en fait, la Du coup, la Malaisienne, Malaisienne a gagné le tournoi, enfin a ouais, gagné le match. c'était la finale, ouais. Euh, a gagné le match là-dessus. Le deuxième, c'est Faraz Dessouki qui abandonne contre Rami Achour avec Bouna parce Ah, oui. que il sent une injustice de la part de l'arbitre et du coup, il a l'impression qu'il ne pourra pas gagner. Du coup, il décide de sortir du cours et d'abandonner. Est-ce Et que- le troisième est le Attends, plus mémorable. alors attends, avant d'arriver au troisième, toi, ça t'est jamais arrivé d'abandonner un match? Non, 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 non. D'accord. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être à deux doigts de te friter avec un joueur sur un court? Oui, ça oui. Ouais. Sans Ça m'est jamais. arrivé de lui parler plusieurs fois, mais Ok. Mais t'as jamais mis un pain ou reçu un pain? non. Ok. Non. Et la troisième? Et la troisième, qui est le plus mémorable, je pense, et c'est quand j'ai joué contre Nico, contre toi, à Grenoble, et que, et que, et que Nico essayait d'influencer l'arbitre, et que ça marchait plutôt bien, qu'au final, il a réalisé que c'était un peu difficile, et c'était pas forcément juste de faire ça contre un jeune de 13 ans, et du coup, bah, lui aussi, il a abandonné le match. Purée. Ouais, ça me fait plaisir parce que cette anecdote, je la raconte souvent parce que du coup, avec le recul, c'est rigolo quoi. Sur le coup, ouais. Alors, effectivement, je m'étais comporté mais comme un âne sur le cours avec toi, mais vraiment quoi. Et, euh, et en fait, ouais, j'avais arrêté le match moi de mon fait parce que je dis mais qu'est-ce que j'avais pris un peu de recul sur ce que je faisais, un tout petit peu de recul et je me suis dit mais là je suis vraiment qu'est-ce que je fais quoi. Mais au-delà de Bah, ça, peut-être que là, par exemple, tu vois, si tu n'avais pas abandonné, peut-être que je serais en mesure de dire que j'ai perdu le match à cause de l'arbitrage. ouais, certainement. Mais c'est ce qui m'avait encore plus marqué dans cette anecdote, c'était en fait ta faculté pendant toute cette période de junior que tu as eue, où j'ai pu te croiser plus souvent parce que tu étais en France, c'était ta faculté à prendre tout le positif de tous les matchs, de tous les tournois, quoi. Et en l'occurrence là, tu aurais pu dire, mais lui, c'est un abruti, quoi. Et puis, du coup, mon comportement, il était comme tel. Mais tu fais toujours des comptes rendus et je m'étais dit, putain, je vais me prendre une avoinée dans le compte rendu que j'aurais mérité. Et en fait, non, quoi. On avait discuté un petit peu d'ailleurs après, et en fait, tu avais pris le positif, quoi. C'est-à-dire que d'une situation qui était quand même très compliquée à gérer pour un gamin, tu avais 13-14 ans, déjà, tu commençais à jouer 2A, quoi, facile. Tu avais pris le positif, et c'est ça qui m'avait vachement bluffé de ta part, la maturité que tu avais pour ne pas basculer, je dirais, dans la facilité, ce qui aurait pu être compréhensible de dire bon, il a fait n'importe quoi sur le cours, je me suis énervé, c'est un con, quoi. Et en fait, non, tu avais pris le positif là-dedans, et du coup, Ah, avec le temps. je pense que discuter, ça m'avait forcément aidé à prendre le positif. Et puis gagner le match aussi, ça m'a forcément gagné à prendre le positif, j'imagine. C'est clair que si je savais que si je te battais là, c'était la dernière fois de ma vie, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup Victor, hein, ça a été super Ben, merci pour enrichissant. cet échange. J'espère que ta vie va reprendre son cours normal. Je précise, hein, je ne l'ai pas dit avant, mais tu es étudiant aux États-Unis dans l'une des universités les plus prestigieuses à Harvard, tout en continuant le circuit pro. Et je te souhaite, et je pense ne pas être le seul, que tu aies la même
carrière et les mêmes palmarès qu'un joueur qui est passé juste avant toi dans cette même université, qui est Ali Farag. Donc, je te souhaite le meilleur, Victor, et la bise à ton père. Et à tout à Merci l'heure. beaucoup, à bientôt. Ciao.